Dans cet épisode du balado compte complet. Mais moi, j'ai l'impression que ça va être extrêmement difficile, sinon impossible de renverser des tendances. Non, mais je dis pas de tout renverser, Alain. Il y a des décisions qui peuvent être prises, tu sais, bon, par rapport aux statistiques, par rapport... Mais on peut-tu aussi considérer... Moi, ce que je veux, c'est qu'on considère l'aspect humain un peu plus, qu'on considère... OK, hey, les gars, normalement, là, c'est pas lui qu'on met, mais il frappe. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet, notre balado hebdomadaire chaque lundi disponible sur plusieurs plateformes, dont notre site internet et notre page Facebook. Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. Beaucoup d'actions. Mark, on va commencer. La grosse nouvelle cette semaine dans le baseball majeur, c'était le rappel de Jackson Holliday. Probablement, tu pourras me corriger, mais c'est le rappel le plus attendu depuis Vlad Guerrero chez les Blue Jays de Toronto. Bon, absolument, Alain. Écoute, premièrement, on se demandait pourquoi il n'avait pas fait l'équipe du camp d'entraînement. Rappelle-toi, il avait eu des matchs préparatoires extraordinaires, mais on a voulu être patient et là, on l'a rappelé. Et j'ai trouvé ça intéressant. Par contre, ses débuts ont été plus difficiles peut-être que lui-même avait anticipé. Bien, compte tenu, tu sais, les attentes étaient tellement élevées. Je rappelle qu'il a 20 ans. Il n'a que 20 ans. Alors, c'est pas évident pour lui. Il a frappé finalement son premier coup sûr. Ça lui donne 1 en 15 avec 9 retraits sur des prises jusqu'à maintenant. Donc, tu vois que il y a quand même une différence entre le camp d'entraînement puis la saison régulière. Mais ceci étant dit, il faut être patient. Là, tu vas me dire que le baseball majeur, c'est pas une place pour se développer, là, pour apprendre à jouer. Là, on sait qu'il faut avoir des résultats rapidement. Mais je pense que dans ce cas-ci, on peut se permettre d'être un peu patient, laisser le gars prendre de l'expérience, comprendre un peu son rôle, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce que les lanceurs tentent de faire contre lui. Et là, on va pouvoir vraiment avoir une idée de ce que Jackson Holliday peut faire. Et est-ce qu'il est véritablement prêt à jouer dès cette année dans le baseball majeur? Parce que la question, tu sais, c'est pas une science exacte, hein? Lorsqu'on développe un joueur, alors, il faut lui donner quand même un certain temps. Je pense que les Orioles ont quand même une assez bonne équipe, tu sais, pour compenser à la limite là, si jamais c'est pas les résultats souhaités. Ouais. Mais on va lui donner un certain temps, Alain. C'est pas le 1 en 15 là, qui va déterminer si demain matin, on va le retourner dans les ligues mineures. Là. Je serais très surpris qu'il retourne, moi, dans le baseball mineur cette année. Dans le pire des cas, s'il y retourne, je mettrais un petit 20 là, qu'il va finir la saison comme régulier avec les Orioles. Écoute, il n'y a aucun doute sur son talent. Tu vois que le gars presse un peu. Encore une fois, là, je me répète un peu, mais il n'a que 20 ans et les attentes, ça fait un petit bout de temps. Tu as parlé de Vlad Guerrero, là, mais ça fait un petit bout de temps que... Moi, je pense un peu à Bryce Harper même ou Mike Trout parce que ces gars-là ont été rappelés. Alors, c'est pas évident pour le jeune, mais il est bien entouré. C'est un gars qui a grandi dans des vestiaires du baseball majeur pratiquement. Donc, je pense qu'il va se replacer. Je pense qu'il va être en mesure d'avoir de meilleures présences au bâton. Son taux de contact va être meilleur dans les prochaines semaines. Alors, je pense que les Orioles ont compris ça. Je suis d'accord avec toi. Si jamais il est retourné, on va le revoir. Mais c'est quand même une fenêtre de possibilité là, si jamais il continue à avoir un peu de difficulté. Il ne faut pas s'en faire trop si jamais on le retourne au niveau 3. Là. Bon, Marc... Les Orioles sont bien partis. Bon, ils ne sont pas premiers, mais regarde, compte tenu de ce que j'ai vu des Orioles, je serais très surpris qu'ils ne devancent pas les Yankees d'ici la fin de l'année. On va parler des deux équipes, dont une dans l'Est. D'abord, les Astros de Houston et les deux équipes et les Red Sox de Boston par la suite. Deux équipes, Marc, pourquoi ces deux-là? Parce que, en les regardant cette semaine, je me dis, bon, dans le cas de Houston, les attentes sont élevées pour un bon début de saison. C'est tout le contraire avec les Red Sox. Pour Houston, ce que j'ai pas aimé cette semaine, et je me dis, oups, il y a un voyant jaune foncé pas loin du rouge. Dans les 5 partants qui ont commencé des matchs cette semaine, là, il y a 2 recrues pour qui c'est un premier match dans le baseball majeur, Henley et Arrighetto. Puis,
Deux autres qui en sont à leur deuxième année, J.P. France et Hunter Brown. Ils étaient recrues l'année passée. Brown avait lancé l'année précédente. Là, il reste juste Christian Javier comme vétéran. Verlander, il est mieux de revenir plus tôt que tard, parce que je vois vraiment pas les Astros continuer de la sorte, même si les Rangers du Texas aussi ont leur défi de leur côté. Puis là, Alain, tu n'as même pas parlé de la relève encore, où là, on a pris des drôles de décisions du côté des Astros. Ouais. Alain, on n'est pas toujours d'accord sur certains aspects du baseball, mais là, je suis vraiment d'accord avec ton évaluation de Josh Hader en termes de contrat. Je regardais ça, là. Écoute, on a perdu, 3-4 releveurs d'expérience. Tu sais, Maton, Stanek, on en a perdu plusieurs. Puis je regarde... Les risques qui étaient leur meilleurs. Exact. Et là, on se retrouve à donner... Et je pense que si tu ne signes pas Josh Hader, tout cet argent-là sert au minimum à signer ces 3 gars-là de nouveau. Fait que c'est quasiment du 3 pour 1, alors que le Hader qui ne lance qu'une seule manche à la fois ne peut pas remplacer le nombre de manches que ces gars-là ont fait. Donc, tu as les problèmes au niveau des partants avec les blessures et là, le rendement. Rappelle-toi notre émission d'avant-saison, on avait dit qu'on va vraiment tester la profondeur de l'organisation au monticule. C'est plus que vrai maintenant. Ouais. Et donc, le problème de Hader, le contrat de Hader fait en sorte que là, on semble coincé au niveau de la relève aussi. Fait que c'est sûr que ça ne regarde pas très, très bien. Tu as José Abreu qui, encore une fois, un début de saison très lent. Rappelle-toi l'année passée aussi, ça avait pris du temps avant qu'Abreu se mette en marche, mais là, on semble un peu impatient parce que l'équipe ne gagne pas autant qu'on souhaitait. Ça reste que c'est difficile de dire aujourd'hui qu'une équipe qui comporte des Alvarez, des Altuve, des Tucker de ce monde peut dire que ça va être une année difficile. Je vais me garder une petite gêne. Mais c'est sûr qu'au monticule, là, ça peut devenir un réel défi. Ouais. On le sent déjà, mais je te le dis, Alain, le problème est peut-être un petit peu plus profond. Parce que même si Verlander revient, ça ne veut pas dire nécessairement qu'en relève, on va être meilleur. Alors, c'est juste là qui me... ça m'agace un peu. Surtout le pont entre les partants et la relève. C'est sûr que la courte relève avec Hader, ça va bien aller, mais la 6e, 7e manche, là, lorsqu'on essayait de passer le pont, là, justement, entre les partants et la courte relève, c'est là, je pense, qu'il y a un réel problème aussi chez les Astros de Houston. Oui, Montero et Abreu, c'est les deux lanceurs sur lesquels on se fiait pour se rendre à Presley et Hader. Marc, et juste pour renchérir, pour confirmer ce que tu disais, là, on aurait pu effectivement avoir les 3 lanceurs qu'on a laissés pour le 20 millions qu'on a donné à Josh Hader. Marc, José Abreu, on va endurer ça combien de temps? Je veux juste souligner qu'au niveau 3A, là, il y a Joey Loperfido qui a frappé 10 circuits à ses 13 premiers matchs avec Sugarland, qui est la principale filiale. Moi, j'ai l'impression que si ça ne se place pas d'ici vendredi, ce vendredi, Marc, Loperfido va venir avec les Astros. Écoute, Abreu est encore sous contrat jusqu'à l'an prochain. Là, donc, une autre saison après cette année. Moi, je me souviens, lorsqu'il a signé son contrat, je trouvais que c'était long là, parce que, compte tenu de l'âge aussi d'Abreu, mais il a connu un lent début de l'année dernière. Il s'est replacé par la suite. Alors, est-ce qu'on va lui permettre encore d'agir de la sorte, de lui donner du temps avant qu'il se remette? Le problème, c'est que l'équipe ne gagne pas. Là. Tant qu'on ne jouera pas 500, Alain, je ne dirais pas qu'on va être sur le bouton panique, mais on va vouloir des résultats. Peut-être être un petit peu agressif vendredi, là, mais on va peut-être donner la fin du mois, là, mais si à la fin du mois, ça ne fonctionne pas, ça se peut qu'il y ait des changements à ce niveau-là. Bon, les Red Sox de Boston maintenant, Marc, moi, ce qui m'inquiète, c'est la situation de Raphaël Devers. Il a manqué plusieurs matchs depuis le début de l'année. Blessure à une épaule. On sait que Vaughn Grissom n'est pas là encore. Trevor Story non plus. Et là, Wheeler Abreu, Marc, quand on l'a utilisé, il était bon. Est-ce qu'on ne serait pas mieux mettre Rafaela à l'avant-champ puis de placer Abreu comme voltigeur dans le contexte actuel?
Ben, écoute, je te dirais que la priorité, c'est de replacer Devers. Blessure à l'épaule, est-ce qu'il peut jouer, est-ce qu'il peut pas jouer? Est-ce qu'on le met sur la liste des joueurs blessés pour qu'ils reviennent en forme? Parce que tu as besoin de ce gars-là. Là. Peu importe ce qui arrive aux Red Sox, tu as besoin d'un Raphaël Devers qui va frapper dans le haut de la formation, qui va produire des points, qui va aller générer de la puissance. Alors moi, je pense que la priorité numéro 1, c'est de trouver une solution pour ramener Devers le plus rapidement possible dans la formation, puis évidemment l'aider à trouver son synchronisme. Ça, c'est bon. Après ça, Grissom, effectivement, ça tarde il tarde à revenir. Et là, ben, on sent qu'au niveau de l'attaque, une chance que Tyler O'Neill connaît un début de saison extraordinaire parce qu'avec la perte de Trevor Story et autres Duran, c'est une bonne formation quand même. Lorsque tout le monde est en santé, c'est une bonne formation. Là, je parle au niveau de l'attaque, celle des Red Sox de Boston. Mais là, déjà, il faut effectivement jongler avec certaines situations. Il y a aussi des jeunes prospects intéressants qui s'en viennent. Est-ce que j'ai hâte de voir où est-ce que les Red Sox vont se situer? Est-ce qu'on sent qu'on veut lutter, on veut être dans la course, dans cette division Est-là qui n'est pas toujours évidente, ou éventuellement on va faire place à d'autres jeunes, parce que ça serait le fun d'appuyer les Duran, les Casas avec d'autres jeunes, puis qu'on puisse évidemment les faire grandir ensemble, mais avoir peut-être quelques bonnes années avec un noyau de joueurs fort intéressant. Ouais. Alors, mais pour l'instant, c'est sûr qu'il va commencer déjà à falloir jongler avec la situation actuelle. Mais je pense que celle de Devers, ça doit être la priorité présentement. Là. Bon, on a perdu Pivetta. Semble-t-il que c'est pas trop sérieux, qu'il devrait revenir sous peu. C'est un des nombreux lanceurs, Marc, qui ont encore une fois été blessés au cours de la semaine. Là, je te donne une liste qui n'est pas complète. Là. Marco Gonzalez avec les Pirates, Cody Bradford avec Texas, Eduardo Rodriguez, c'est pas qu'il lançait, mais dans sa réhabilitation, ça n'a pas bien été avec Arizona. Bobby Miller avec les Dodgers. Strider, c'est officiel. Opération Tommy John ne reviendra pas au mieux avant l'année prochaine. Marc, à chaque semaine, là, ça tombe. Puis, tu sais, Alain, on en a parlé souvent, mais il n'y a pas de solution simple à tout ça. Je veux dire, on ne demandera pas à un jeune... Bon, de toute évidence, la vélocité est en cause. Je sais qu'il y a d'autres éléments, oui. Les balles à effet, il y a l'adhérence sur la balle. Bon, il y a un paquet de choses. Je sais qu'il y a même des joueurs qui se plaignent actuellement là, que la balle est différente, encore une fois, là, c'est pas nouveau. Mais ça reste que, selon moi, le problème majeur, c'est la vélocité. Mais comment tu le règles? Tu vas-tu dire à un jeune, lance pas trop fort, alors que c'est comme ça que tu te fais démarquer lorsque tu es jeune? Écoute, c'est un réel problème. Il va falloir peut-être aller pousser plus loin en termes au niveau médical. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut protéger d'une manière? Est-ce qu'avec des étirements, des exercices davantage, est-ce qu'on peut prévenir ça? En fait, la question, c'est est-ce qu'on peut vraiment prévenir? Parce que, ironiquement, tous ces joueurs blessés-là, l'année passée, c'était parmi les joueurs qui lançaient avec le plus de vélocité. Là. Pas tout le monde, évidemment, mais la grande majorité. Donc, c'est clair que la vélocité est à blâmer dans ça, mais encore une fois, tu sais, t'es un jeune du secondaire, t'es un jeune du collège... tu vas te démarquer d'une manière comme lanceur, c'est avec la force avec laquelle tu vas lancer. Donc, il y a une éducation à faire complètement, puis ça va prendre des générations avant de comprendre que peut-être qu'il ne faut pas lancer à 100% sur chacun des tirs. Alors, c'est pour ça que je ne vois pas de solution à court terme. Avec un problème qui est majeur, en fait, ce que ça pourrait créer, Alain, éventuellement, c'est est-ce que les contrats de lanceurs vont être garantis? Est-ce que, je ne sais pas, là, j'avance des choses, mais ou est-ce qu'on peut pas, on ne donnera jamais plus qu'un contrat de 3 ans à des lanceurs partants? Mais c'est pas il n'y a pas rien de simple là-dedans. Là. Oui. Dernier mot, Marc, pour ce segment. Jordan Montgomery qui a changé d'agent, qui n'est plus avec Scott Boras. J'imagine qu'il n'a pas aimé de la façon que ça s'est passé. Surpris? Ben, pas surpris du tout, Alain. Tu sais, Boras essaie de nous faire dire que c'est le marché, puis bon, évidemment, c'est des cycles, on tombe dans un cycle X, Y, Z. Sa stratégie, elle n'était pas bonne. Un point, c'est tout. Puis là, tu le vois, là, avec un Montgomery qui dit non, là, on s'en va ailleurs. Ça pourrait peut-être faire bouger d'autres joueurs éventuellement à ce niveau-là, mais ça n'a pas fonctionné. Il a aidé beaucoup de joueurs dans sa carrière, Scott Boras, à être très, très, très riche. Mais la dernière stratégie n'a pas fonctionné. Oui.
Marc, écoute, en ce début de saison, il y a des équipes qui jouent au-delà des attentes. Il y en a qui déçoivent. Mais là, on va s'arrêter sur les équipes qui surprennent. D'ailleurs, c'est la question de la semaine qui est présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques antiques. On vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Donc, quelle est l'équipe la plus surprenante depuis le début de la saison? Il y a des choix multiples, particulièrement dans les deux sections centrales, nationales et américaines. Marc, on peut aller à Détroit, Cleveland, Kansas City, Milwaukee, Pittsburgh. Marc, bon, je ne sais pas, toi, laquelle de ces équipes-là qui t'étonne le plus. Moi, je vais te dire Détroit probablement d'entrée de jeu. Bon, ben écoute, moi Détroit, je l'avais choisi en début de saison comme l'équipe qui pourrait surprendre un peu tout le monde. Donc, c'est pas, pour moi, c'est moins une surprise. Moi, je vous dirais que dans la nationale, ce sont les Brewers. Quel début de saison pour Milwaukee. Et dans la Ligue américaine, ben c'est toi qui l'avais mentionné, mais la tenue des Royals de Kansas City, je trouve qu'ils sont partis du bon pied. Puis lorsque tu pars de cette manière-là, ça peut créer des belles choses en cours de route. Là. Pour répondre à notre question, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez aller sur notre site internet comptecomplet.ca. Vous pouvez aller sur notre page Facebook également, Compte Complet. Et ainsi, nous faire valoir vos arguments concernant l'équipe qui vous a surpris le plus depuis le début de la saison. Je vous rappelle qu'on remercie notre commanditaire principal, Plan de match, boutique de baseball. C'est à Boucherville, il y a des cages de frappeurs. Alors, si vous voulez vous entraîner ou vous voulez aller chercher de l'équipement pour votre prochaine saison de baseball, pensez à Plan de match à Boucherville. Et je répète aussi, Alain, notre site internet comptecomplet.com pour retrouver tous les endroits où nous voir ou nous écouter pour ce balado. Les Blue Jays de Toronto, Marc, c'est une première semaine à domicile, leur nouveau domicile qui a un nouveau look. On va commencer par le nouveau venu qu'on attendait, Ariel Rodriguez, qui a lancé samedi. C'est un Cubain qui a du vécu, qui n'a pas lancé l'année passée pour toutes sortes de raisons. Bonne balle rapide, très bonne balle glissante. On a limité son nombre de tirs. Il y a quand même des coureurs sur des sentiers, mais on sent que ce gars-là sait ce qu'il fait quand il est au monticule. Oui, absolument. Et juste mentionner, Alain, tu as fait mention d'ailleurs du stade à Toronto. Très, très beau, en fait, ce qu'on a vu là, de ces rénovations-là. Je pense qu'il y a peut-être même une expertise plus au niveau de l'amélioration du stade que de l'amélioration de l'équipe. Mais ça, on en discutera peut-être une autre fois. Toujours est-il que j'ai beaucoup aimé ça. Compte tenu des problèmes de Gausman, c'est rassurant de voir ce gars-là arriver puis de lancer de la sorte. Tu as raison de dire qu'il lance déjà... Bon, c'est pas un gars qui est jeune, là, dans son, il a de l'expérience de lancer à Cuba. Mais j'aime ce que j'ai vu. Très, très bonne balle glissante. C'est un gas qui peut s'établir. Là, c'est à bâtir le bras. Là. C'est à bâtir ça au fil des prochains départs. Mais compte tenu des problèmes et de Manoah, on n'est pas certain qu'il va revenir dans le baseball majeur, et du rendement de Kevin Gausman, c'est rassurant. Je vous dirais que ce que j'ai vu de Pearson aussi, c'est très, très bon. Mais tout ça pour dire que au moins, il y a comme quelque chose derrière qui peut permettre aux Blue Jays quand même de garder le cap au niveau, surtout des lanceurs partants. Là. Oui, écoute, tu as parlé de Gausman, Marc. Ça fait 2 départs là, où sa balle rapide n'est loin d'être au niveau qu'il était l'année passée. Bon, particulièrement, ça avait mal commencé, là, mais par la suite, il avait retrouvé sa balle rapide. On n'est pas là. Rappelle-toi, il a manqué pratiquement tout le camp d'entraînement en termes de matchs préparatoires. Finalement, il est arrivé, il a lancé un match préparatoire très, très tard au camp d'entraînement pour arriver plus tard en saison. Ça avait bien été au départ. Mais ces 2 derniers, là, il n'y a pas de balle rapide. Et ça, c'est très inquiétant à ce niveau-là. Pour l'instant, les Blue Jays parlent seulement de rebâtir son bras tranquillement parce qu'il a manqué une bonne partie du camp d'entraînement à ce niveau-là. C'est à surveiller. Tous les problèmes qu'on voit au niveau des bras des lanceurs depuis le début de la saison, et là, de voir cette situation-là arriver à Kevin Gausman, c'est très inquiétant. On n'est pas médecin, on n'est pas là, mais c'est clair que la vélocité est en deçà de ce qu'il est capable de donner. Je ne dis pas que ça rappelle Manoah, là, mais Manoah avait aussi perdu une coupe de 1000 à l'heure, puis on a vu ce que ça a donné aussi par la suite.
J'espère que, dans le cas de Gausman, on va être en mesure de se reprendre. Il dit que ça va bien, alors en termes de santé, évidemment. Donc, on espère le meilleur dans ce cas-ci parce que les Blue Jays ont besoin. Là, on parle, ce sont les partants, c'est la force de l'équipe. Alors, il faut espérer que dans le cas de Gausman, ça soit que de passage. Mais il y en a un qui se comporte comme un numéro 1, c'est Berrios depuis le début de l'année. Écoute, moi, j'adore ce gars-là. Il a l'air d'avoir du plaisir. C'est pas possible au monticule. Lorsqu'il effectue un tir, des fois, qui n'atteint pas la cible parfaitement, tu vois qu'il s'en veut. Donc, c'est un perfectionniste. Mais quel travail il a fait depuis le début de l'année. C'est vraiment impressionnant. C'est probablement le gars à qui on s'attendait lorsqu'on a fait son acquisition. Mais là, il en donne pas mal aux Blue Jays de Toronto. C'est très rassurant d'avoir ce type de gars-là. Il fait ce que Gausman a fait l'an dernier. Alors, si jamais on peut suivre, on a aimé ce qu'on a vu de Bassett à son dernier départ. Kikuchi semble quand même intéressant. Évidemment, de départ en départ, on ne sait jamais avec Kikuchi, là, mais d'avoir un Berrios, d'avoir un numéro 1, d'avoir le gars qui tu sais là, que tu vas être capable d'éviter des longs passages à vide, tu le sais que tu vas avoir un départ de qualité, ça n'a pas de prix, là. Oui. Marc, il y a une décision des Blue Jays de Toronto, puis là, je dis bien des Blue Jays et non du gérant Schneider, qui t'a laissé perplexe, c'est-à-dire celle de laisser de côté Dalton Varsho dans le match de dimanche, après avoir frappé des circuits dans chacun des deux matchs précédents, dont un grand chelem dans le match de samedi. Et cette décision-là, Marc, ça va avec plusieurs décisions et des tendances actuelles. T'as vraiment pas apprécié la façon dont les choses ont été faites. Bien, rappelez-vous, lorsque David Schneider avait frappé son circuit contre les Astros de Houston en toute fin de rencontre, le lendemain, Schneider n'était pas dans la formation. Et là, Varsho, qui semble avoir retrouvé son élan. Je comprends qu'il y a un gaucher au monticule, mais Varsho, l'année passée, a joué contre tous les lanceurs gauchers, là. Et là, tu sais, Alain, frapper, là, c'est une question... pour employer une expression d'une chanson populaire des années 70, c'est une question de feeling. Hein? C'est vraiment important de se sentir bien, de se sentir confortable. Puis là, soudainement, plus on se sent bien, plus on voit la balle. La balle est un petit peu plus grosse, puis lorsqu'elle est un petit peu plus grosse, les contacts sont meilleurs. C'est clair que Varsho a trouvé quelque chose. Mais là, tu y enlèves... Tu sais, une journée de congé, ça peut être très bon lorsque tu es dans un passage à vide, mais une journée de congé, lorsque tu es dans une bonne séquence, c'est pas bon. C'est pas bon. Puis Joe Sedar, mon collègue à Sportsnet, l'a aussi souligné à ce niveau-là. J'étais d'accord aussi avec ses propos. On peut-tu arrêter, là, de faire des formations partantes, encore une fois, dans un bureau pour dire, c'est ça. On oublie, tu sais, Alain, je suis tanné de le répéter, mais on oublie tellement le côté humain. On peut-tu laisser les gars aller, puis là, enfin, il est dans un bon rythme, puis là, on le sort de la formation, alors que tu sais qu'on a besoin d'attaque. Vlad n'est pas parti encore. Il y a des gars qui ne sont pas partis encore. Fait que tout coup de bâton là, qui peut t'aider là, sur 4 présences, mets-les dans la formation. Aujourd'hui, c'est ta meilleure formation, c'est avec ce gars-là. Là, tu vas me dire, ils ont quand même gagné 5-0. Je comprends, mais c'est quand même pas ça. Il faut que tu aies avec tes meilleurs aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. C'est qui tes meilleurs joueurs aujourd'hui? Parce que depuis 2-3 jours, ces gars-là, ils frappent, ils voient bien la balle. C'est tannant là, de faire ces saprés line-up-là parce que c'est un droitier, parce que c'est un gaucher, parce qu'on a décidé ça il y a une semaine. Il faut que ça change. Il ne faut pas que ça reste de même, Alain. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça, puis je ne vais jamais aimer ça. Mais Marc, écoute, je pense pas qu'on puisse revenir en arrière. Là. Et je te dis pas que tu as tort, tu as raison, c'est pas ça du tout. Mais de la façon dont les choses sont faites, et là, c'est étendu à travers le baseball majeur, le degré d'importance des gars du deuxième étage, les gars de chiffre et de cravate, comme tu peux les appeler, leur importance est quand même grande dans chacune des équipes. Certains gérants ont plus de latitude que d'autres. Mais moi, j'ai l'impression que ça va être extrêmement difficile, sinon impossible de renverser des tendances. Non, mais je dis pas de tout renverser, Alain. Il y a des décisions qui peuvent être prises, par rapport aux statistiques, par rapport... Mais on peut-tu aussi considérer... Moi, ce que je veux, c'est qu'on considère l'aspect humain un peu plus, qu'on considère... OK, hey, les gars, normalement, là, c'est pas lui qu'on met, mais il frappe. Pardon, il frappe.
Alors là, aujourd'hui, on va le changer. Mais tu as l'impression, non, c'est comme ça, puis peu importe ce qui arrive, c'est comme ça. C'est ça que j'aime pas. Puis là, les gérants sont pris, tu sais, avec ce genre de décision-là. Puis même chose pour le gérant. Le match qui se déroule devant lui, on en a souvent parlé, Alain, des changements de lanceurs qui ont pas de bon sens parce qu'au troisième tour, il est pas bon. Oui, mais aujourd'hui, il est bon. On le voit qu'il est bon aujourd'hui, mais on le laisse pas parce que normalement, il est pas bon. Mais bon, alors c'est ça, c'est cet aspect-là que j'aime pas, que j'ai jamais aimé, puis que je n'aimerai jamais. Il faut considérer un petit peu plus cet aspect-là. Donc, c'est pas d'éliminer tout le reste, mais c'est de considérer beaucoup plus cet aspect-là du baseball, ce qui se passe sur le terrain, ce qu'on ressent, qui semble trop négligé actuellement. Dans le fond, est-ce que le joueur lui-même, sachant de la façon dont ça fonctionne, pour aller voir le gérant, puis ça s'est fait, l'exemple que j'ai en tête, c'est David Bednar l'année passée, le releveur des Pirates de Pittsburgh. Il y a peu d'équipes, sinon pas d'équipes qui font lancer le releveur 3 jours de suite. Bednar vient d'avoir 2 sauvetages contre les Cards de Saint-Louis en début de saison, puis il s'en va voir le gérant et dit « Regarde, je sais que vous ne faites pas lancer les 3 jours, je suis disponible si on a une chance de balayer les Cards. » On l'a utilisé. Est-ce que, dans le fond, est-ce que c'est pas aux joueurs peut-être de se lever davantage? Oh, absolument. Dans le contexte actuel. Là. Absolument. Puis là, tout dépend de la relation que tu as aussi. Est-ce que la porte est ouverte? Est-ce que la porte du bureau du gérant est ouverte ou elle est fermée? Parce que ça dépend du gérant. Il y a des gérants là, que pas facile de rentrer dans le bureau. Donc. Mais oui, ça pourrait être certainement une solution. Ben écoute, Marc, ce lundi, c'est la journée Jackie Robinson dans le baseball majeur, puis ça nous amène vers la carte de la semaine, une présentation de card-dépôt.ca, c'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives, plus de 14 000 articles en vente sur eBay. Et la carte, c'est une carte Topps de 1952, c'est la carte numéro 312, la première carte de Jackie Robinson avec Topps, fait partie de la 6e série, celle qu'on appelle la numéro élevé, c'est une traduction High Number Cards, et fut produite en moins grand nombre d'exemplaires. J'imagine que ça a un effet sur le prix de cette carte. Il y a quelques variations mineures de cette carte. Donc, ce lundi, Marc, tout le monde va porter le numéro 42 à travers le baseball majeur. Je pense qu'on ne soulignera jamais l'impact social d'abord, et je dis bien d'abord, bien avant le baseball de Jackie Robinson et son entrée dans le baseball majeur. Écoute, c'est une histoire qui est remarquable. Moi, je me souviens d'avoir fait écouter le film 42 à mes 3 garçons et ils ont tellement posé de questions par la suite. Ils admirent Jackie Robinson pour tout ce qu'il a fait, son passage à Montréal. Alors, écoute, c'est un grand jour. Et tu as raison de dire qu'on ne se tannera jamais de célébrer le numéro 42 pour tout ce qu'il a fait, pour toutes les raisons du monde. Vraiment, un grand homme. Il n'y a pas à dire, c'est un grand homme. Et puis, je suis vraiment content que le baseball le souligne, mais tu as raison aussi de dire que c'est bien au-delà du baseball ce que représente Jackie Robinson. On a parlé un peu plus tôt des équipes qui surprennent. C'est notre question de la semaine. Et on vous invite à nouveau à commenter là-dessus. J'ai regardé pas mal de matchs, comme toi aussi, Marc, et je dois dire que en regardant les White Sox de Boston, les White Sox de Chicago, je me suis dit, il n'y a pas de pire équipe dans le baseball majeur présentement. Là. Il n'y a absolument rien dans cette formation-là. On prévoyait que ça allait être difficile, là. Mais en plus, Luis Robert n'est pas là. Moncada sur la liste des joueurs blessés pour un bon bout de temps. Là, on dit que Tommy Pham s'en vient avec l'équipe. Là. Enfin, il y a 3 équipes, Marc, sur lesquelles on peut jeter notre dévolu que pour pire équipe. Mais les White Sox, on va parler des Marlins et des Rockies aussi, là, mais ça va vraiment pas bien de ce côté. Ben, tu l'as dit, écoute, il y avait Luis Robert. Tu te dis, bon, on peut voir un Luis Robert se développer puis espérer qu'il fasse des choses, mais bon, évidemment, lui seul ne peut pas tout faire. Puis là, Moncada qui tombe en plus. Écoute, on a vraiment, c'est une organisation qui est... il n'y a pas longtemps, Alain, on les voyait parmi les bonnes équipes. Moi, je te dirais là, que ça a commencé avec la décision d'embaucher Tony La Russa. Puis les attentes étaient élevées, on avait de bonnes équipes, mais ça n'a pas fonctionné. Et là, depuis ce temps-là, c'est vraiment la catastrophe à Chicago.
Non, je vois pas comment on va pouvoir se sortir dans un délai à court et moyen terme de ce qui se passe présentement avec les White Sox. Écoute, on lance pas bien, on frappe pas. Andrew Vaughn, Marc, tu te rappelles, a passé très peu de temps dans les ligues mineures, c'était la sensation. Son MPP, même pas 500 encore, il n'y a pas de coup de circuit, il n'y a pas de vie. Avant que la saison commence, on décide que Michael Kopech va être releveur. C'était pas sa décision, c'était sa réaction. Moi, je pensais pas qu'il y avait tant de profondeur que ça chez les lanceurs partants des White Sox de Chicago. Mais enfin... Écoute, moi, je trouve que ça a commencé tout croche. Tu as raison de parler de la Rousseau. On a gaspillé une belle fenêtre. On s'est rendu en série 2 ans, mais on s'est fait sortir à coup de pied dans le derrière les 2 années, 2020-2021. Ça va falloir repartir à zéro, puis peut-être partir ça sur un autre nom, nouvelle administration. Les 2 autres équipes, Marc, les Marlins, ça, c'est un désastre annoncé. L'an passé, on a fait des séries, mais avec une fiche dans les matchs serrés qui était beaucoup trop élevé pour le talent qu'on avait. C'était très improbable qu'on réussisse à faire ça 2 années de suite. Puis en plus de ça, Marc, selon la plupart des observateurs, on n'était pas de meilleure équipe. On avait perdu Jorge Soler, on ne l'a pas remplacé. Là, on a perdu Eori Perez. Il n'y a rien qui annonçait que les Marlins allaient connaître une bonne saison. Non, effectivement. Puis je trouve que la prise de décision du 2e étage, on a tassé aussi des gens. Ben oui. Oui. Tu sais, c'est toujours tout croche. On va se le dire, là. C'est toujours tout croche avec les Marlins. Puis ça part d'en haut. Tu sais, moi, j'ai toujours cru que ça joue comme c'est mené. Puis quand c'est mené tout croche, ben il y a un effet ce qui se passe sur le terrain. On savait, là, tu as parlé de Solaire. On n'a pas remplacé sa puissance et sa production offensive. Non. Moi, ça me fait rire. On dit, ben là, on va s'attendre un petit peu plus de chacun des joueurs. Oui, mais c'est parce que, tu sais, c'est de rêver un peu, là. Puis, tu sais, les joueurs, ils sont capables de faire ce qu'ils sont capables de faire, là. Mais là, en plus, il y a les blessures qui viennent de s'ajouter à ça avec, tu sais, les lanceurs partants qui étaient un petit peu la signature de cette organisation-là. Ça regarde vraiment, mais vraiment pas bien du côté des Marlins actuellement. Puis la saison peut être très, très longue en Floride. Écoute, Marc, moi, je me rappelle quand Derek Jeter était là, puis souvent, tu as mentionné, bon, le plan, on l'attend. C'est l'équipe de Jeter, là, en fait, là, qu'on a présentement. Kim Inge a fait du rempiessage l'année passée de qualité. N'eût été de ces échanges, on ne se serait pas rendu en séries éliminatoires. Je pense à l'acquisition de Burger, entre autres, pour appuyer Jorge Soler. Mais là, Inge est parti parce qu'on voulait changer la structure de l'organisation. Elle voulait être la patronne côté baseball, ce qui aurait pu être le cas. Puis ce qu'on voit, puis pour avoir lu un peu, Marc, le leg de Derek Jeter, là, son passage, ça s'est pas fait sans heure. Hein? Écoute, lui-même a tassé du monde qui était compétent. Puis là, ben, malheureusement, on voit bien que son passage a laissé des traces et pas très positives. Ben, c'est ce que je mentionnais. Ça semble tout croche. Ça semble tout croche. Puis d'organisation, tu sais, de changement organisationnel à changement, on n'est pas capable de créer une stabilité qui va faire, bon, OK, voici, là, on a des gens en place. On a un plan là, qui va nous permettre là, dans les prochaines années, mais on le change tout le temps, le plan. T'sais, ça peut être un plan de 5 à 6 ans, mais on change ce qui se passe en haut à tout moment. Donc, pas facile à suivre là, ce qui se passe. Par contre, la bonne nouvelle du côté des Marlins, s'il y en a une, c'est le rendement de Otto Lopez qui s'est retrouvé dans le niveau 3A des Marlins, frappe autour de 500 présentement avec l'organisation au niveau 3. Donc, peut-être la bonne nouvelle, c'est qu'on verra Otto Lopez avec le grand club dans les prochaines semaines. Ouais. Bon, les Rockies, Marc, je les ai vus à quelques reprises et c'est une équipe athlétique. Regarde, on s'est donné des athlètes. Tolia, comme voltigeur, Tolia, Nolan Jones et Brenton Doyle. Ça va dépendre s'ils vont frapper sur le long terme. C'est une équipe très, très jeune. Donc, là, ça ne se fera pas sans douleur, cette reconstruction. Mais au moins, on semble avoir des athlètes là, qui sont intéressants chez les Rockies. Ben oui, moi, j'aime bien les gars comme Nolan Jones, mais je pense qu'on aurait souhaité qu'il y ait un peu d'appui des vétérans. Remarque que Blackmon va pas si mal, mais Chris Bryant, c'est encore difficile. Il a même été hué là, à nouveau. Mais on le savait là, chez les Rockies là, que ça allait être une année encore une fois difficile. On ne joue pas dans une section facile, faut-il le dire. Il y a eu beaucoup de changements dans les autres équipes de cette section-là. Mais c'est ça. Ce sont malheureusement des équipes qui, dès le mois d'avril, on peut cibler que
d'être dans la course parmi les équipes en série. Il va falloir oublier ça. Oui. Marc, normalement, on parlerait des A's d'Oakland. On ne pense pas que les A's vont faire quoi que ce soit avant de quitter l'ouest, le nord de la Californie. Sauf qu'ils jouent quand même de façon intéressante. Ils viennent de gagner 3 séries de suite. Ça fait 3 ans que ce n'était pas arrivé. Puis là, ben, Abraham Taureau, à qui on commence à donner plus de responsabilités, puis c'est comme si lui leur avait dit, ben, donnez-moi-en des responsabilités. Ben, écoute, on l'a inséré au premier rang du rôle offensif, puis là, on s'est mis à gagner. On a gagné 6 de nos 8 derniers matchs du côté des A's d'Oakland. Abraham qui fait du solide travail. On sait qu'il est frappeur ambidex. Il a déjà frappé son premier circuit de la saison. C'est le fun de voir ce gars-là parce que tu sais, il y a eu des occasions, mais pas tant que ça de se faire valoir. Et c'est pour ça que je souhaitais que les A's le fassent jouer de façon régulière. Puis là, on s'en va chercher J.D. Davis à la fin du camp d'entraînement, ce qui lui enlève le poste régulier. Puis là, je me suis dit, encore le fameux étiquette là, de réserviste. Mais là, finalement, on le fait frapper premier pendant quelques matchs, puis il y a des résultats. Fait que là, j'espère qu'on va être patient avec lui, qu'on va le laisser dans la formation, tantôt comme joueur de position, tantôt comme frappeur de choix, mais au moins, il est là. Puis s'il est là, ben là, il peut démontrer sa grande polyvalence, non seulement en défense, parce qu'on sait qu'il peut jouer à multiples positions, mais aussi, bon, frappeur ambidex, peut mettre la balle en jeu, peut déposer des amortis. On l'a vu même gagner un match alors que soutirer un but sur balle, les buts remplis. Alors, ce gars-là peut t'en donner. Il peut t'en donner. Je ne vous dis pas qu'Abraham Taureau va aller au match des étoiles, là, mais je vous dis qu'il est capable d'être un régulier dans le baseball majeur. Et là, ben, si les A's lui donnent cette occasion-là, ça serait extraordinaire. Au moment où on se parle, Marc, je peux dire qu'il mène l'équipe parmi les réguliers pour la moyenne de présence sur les buts. Et pour le WAR, parmi les joueurs de position, il est 2e derrière J.J. Bleday qui est là en raison de sa défense. Donc, c'est un bon début de saison là, pour le Québécois. Moi, il n'y a pas de raison qu'il ne fera plus premier. Là. Et son profil, d'ailleurs, au niveau 3A, mais en fait, dans le baseball professionnel, c'est un gars qui se rend sur des buts. Exact. Écoute, il est parfaitement là, formé pour jouer pour les A's d'Oakland. Tu as tout à fait raison de le mentionner. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Lorsque tu as l'occasion qui se présente, il faut que tu prennes avantage de tout ça. Là. Donc, comme Édouard Julien l'a fait avec les Twins l'année dernière, et on espère que Taureau aura la même occasion. Puis tu as raison de dire, il n'y a pas de raison de l'enlever présentement de ce rôle-là que de premier frappeur chez les A's d'Oakland. Oui, bien d'accord. Donc, on verra ce que ça va donner pour la suite et pour les A's. Mais A's, comme tu dis, Marc, et pour Abraham Taureau. En ce qui concerne, moi, je pense pas on joue près de 500 là, et on devance Houston et Seattle. Je pense pas que ça finisse comme ça, mais profitons-en pendant que ça passe. Exact. Au cours de la prochaine semaine, 2 matchs qu'on présente. On va voir les Red Sox de Boston au Fenway Park contre les Guardians de Cleveland. Ça va être intéressant, des Guardians qui frappent plus que prévu. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Et dimanche, Marc, fort intéressant. Mes 2 choix pour la Série mondiale, les Rangers du Texas contre les Braves d'Atlanta. Match, évidemment, du dimanche soir. Ce sera donc à suivre au cours de la prochaine semaine. On vous souhaite de l'excellent baseball et on se donne rendez-vous lundi prochain pour une autre édition de Compte complet. Balado Compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.